on avait été appelé encore une fois. La panique. Ah là là. J'en profiterai pas. Non, non, c'est vrai. Lui, il a fait la gueule. Bonsoir. Ouais, j'imagine. Je suis même allée voir l'ouvreuse. Je lui ai dit, on m'a dit, mais vous êtes médecin urgentiste. Bah, un peu. Et elle m'a dit, je peux pas. Bah, écoute, j'irai la semaine prochaine. Bien, s'il vous plaît, je vous propose que vous vous installiez. Je voulais savoir, il y avait une Ah non, mais attends, je commence. Est-ce que je dois le dire ou pas, ou j'ai juste besoin de le signaler? Parce qu'il y a écrit que la ville soit, et en fait, c'est une ville. Ouais, tu fais ce que tu veux. C'est rien? Oui, c'est pas grave. Bien. Je vous propose de commencer et je vais demander, juste avant de demander que l'appel soit fait, si c'est possible d'avoir un peu de silence. Merci. Donc, pour informer le conseil municipal que j'ai reçu une lettre de démission de notre conseil pour motif personnel de Madame Lucille Abadi. Donc, Olivier Mériot est le suivant. Je vais lui envoyer un courrier pour lui demander ce qu'il compte faire. Et s'il accepte, il siégera avec nous au conseil municipal. Sinon, ce sera le suivant. J'ai reçu aussi 2 autres démissions. Donc ça, c'était pour la liste d'Union des Jeunes Villois. Et sur la liste d'opposition, j'ai reçu cet après-midi même une lettre de démission pour motif personnel aussi, peut-être politique au sein de leur groupe, mais personnel. Une demande de démission de Claire Fiquet et Fatia Saï. Et donc, nous allons envoyer un courrier aux 2 suivants pour qu'il y ait des remplacements. Voilà. Je vais demander à Madame la Directrice Générale des Services de procéder à l'appel nominatif des conseillers et conseillères municipaux. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présente. Mohamed Grichy. Présent. Yasmina Attaf. Présente. Laurent Noël. Delia Toumi. Philippe Clochette. Absent donne pouvoir à Alexandra d'Alcantara. Zineb Zouaoui. Absente donne pouvoir à Chaouki Apsi. Grégory Boulor. Carole Lafont. Absente donne pouvoir à Roger Duguay. Christophe Bernier. Alexandra d'Alcantara. Roger Duguay. Isabelle Massard. Présente. Belkacem Houchen. Présent. Maria Blanca Fernandez. Chaouki Apsi. Nadia Mouadine. Ibrahima Ndiaye. Absent donne pouvoir à Éloi Simon. Sophia Manseri. Mamed Binagdan. Absent donne pouvoir à Sophia Manseri. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Céline Lanoisellé. Zine Boukrich. Absent donne pouvoir à Nadia Mouadine. Véronique Desmaîtres. Richard Mera. Gwenola Haug. Absent donne pouvoir à Monsieur Noël. Khalid Damoun. Présent. Aurélie Remacle. Absente donne pouvoir à Isabelle Massard. Éloi Simon. Présent. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dani. Présent. Mariama Gassama. Présente. Maxime Cazot. Brice Nkonda. Karine Chala. Hassen Meharga. Présent. Sinan Karakus. Philippe Allais. Bien, merci. Nous avons donc le quorum. Je déclare donc notre séance du conseil municipal ouverte. Je vous propose de passer
à la nomination du secrétaire de séance. Je vous propose Khalid Damoun. Vous êtes tous d'accord? Oui, je vous remercie. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Aucune remarque. Donc ce procès-verbal est adopté. Vous avez trouvé sur table 2 vœux. Un vœu intitulé « Sur le téléservice des demandes des titres de séjour » et un vœu sur la hausse du prix de l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter l'inscription de ces points à l'ordre du jour de la séance? Je vous remercie. Je vous propose de passer au point d'information. Je vais donner la parole à Christophe Bernier qui nous fait un point d'information sur l'Agrocité. Oui, merci, bonsoir chers collègues. Je vais vous proposer un point d'information sur l'Agrocité, donc équipement que vous êtes nombreux à connaître sur le quartier des Agnettes. Tout d'abord avec un rappel historique de ce qu'est l'Agrocité, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est devenue à Gennevilliers depuis son arrivée. Donc l'Agrocité est un projet d'une association qui s'appelle l'Atelier d'architecture autogérée, dans un projet Air Urban, qui est un projet qui a plusieurs déclinaisons sur l'Île-de-France, sur le principe de créer des lieux de vie, d'agriculture urbaine, d'échange, dans une logique de réseau. C'était au départ un projet qui avait été, avec l'aide de fonds européens, mis en place à Colombes en 2013. Projet qui n'avait pas été reconduit par la municipalité suivante, et donc par Madame Bouetta, élue LR, qui avait décidé d'installer à la place de l'Agrocité du jardin partagé un parking, et qui avait donc, malgré des engagements pris par la précédente municipalité, décidé de faire partir l'Agrocité. Dans les négociations qui ont été engagées avec les services de l'État, la ville de Gennevilliers s'est positionnée pour un déplacement de l'Agrocité sur la ville, considérant que le projet porté par l'Agrocité était un projet intéressant, important, de développement d'un certain nombre de pratiques agricoles, de consommation, d'échanges sur le quartier. Le choix avait été fait donc d'implanter cette Agrocité à son emplacement actuel au cœur du quartier des Agnettes. Déplacement qui a eu lieu donc en 2017 avec une inauguration en avril 2018 lors de la semaine du développement durable. J'avais une question la semaine dernière sur les questions de financement, donc j'y reviendrai, mais donc on avait à ce moment-là un financement d'installation, donc du déplacement de la structure et de l'installation du jardin partagé d'un peu plus de 200 000 €, donc financé dans le cadre de la métropole du Grand Paris. Un investissement aussi de la ville d'un peu plus de 180 000 €, alors principalement d'ailleurs sur la partie jardin partagé, et une dotation demandée à l'État de 46 000 € pour couvrir l'ensemble des frais de déplacement, de réinstallation du lieu et de rééquipement, puisque l'Agrocité, c'est un bâtiment dans lequel un certain nombre d'activités peuvent être menées, mais c'est aussi un jardin partagé. Le déplacement avait donné lieu donc à une convention d'objectifs et une convention de suivi avec l'association donc AAA qui a couru qui était prévue sur 3 ans. Convention que nous avions votée en conseil municipal, un renouvellement pour 6 mois du fait de la pandémie. Et cette convention avait 3 objectifs majeurs. Le fait donc de faire vivre ce lieu, d'en accompagner la construction et le développement, la mise en association du collectif d'usagers qui utilisait ce lieu, la pérennisation du modèle de gouvernance, l'idée étant qu'on puisse arriver à une forme d'autogestion des usagers sur le jardin partagé et sur l'Agrocité en tant que telle, et le développement d'un modèle économique qui permette l'autofinancement de la structure, par des ventes, par des activités. J'en reparlerai tout à l'heure. Il y a des ventes d'invendus, par exemple alimentaires, un certain nombre d'ateliers qui sont mis en place. Le dernier point qui nous paraissait important, c'était aussi le développement d'un réseau de partenaires locaux pour la mise en place d'actions écologiques, mais également solidaires et sociales. J'y reviendrai. L'idée étant que ce lieu soit plus qu'un jardin partagé, plus qu'un lieu, alors un lieu pour le quartier des Agnettes, mais aussi un lieu pour l'ensemble de la ville avec des activités
qui même puisse aller au-delà de la commune avec des conférences, des ateliers d'échange, de fabrication, etc. C'était un coût annuel en fonctionnement pour la ville entre 10 000 et 15 000 euros par an, comprenant subventions, des travaux réguliers d'entretien, puisque même si c'est un bâtiment entre guillemets provisoire et déplaçable, ça reste un bâtiment avec un certain nombre de conditions de travail à respecter à l'intérieur. Et la ville avait demandé une subvention à l'État, donc sur les crédits de politique de la ville, et pour un poste d'adulte relais qui représentait un coût environ de 30 000 euros par an. Comme je vous le disais, on a donc une convention de 3 ans avec l'Agrocité qui avait été reconduite pour 6 mois dans le cadre de la pandémie. On est arrivé à l'issue de cette convention sur un bilan assez contrasté sur le fait que le lieu a trouvé une forme d'équilibre, notamment sur sa partie jardin partagé, un certain nombre d'activités, mais un certain nombre d'objectifs qui avaient été fixés par la ville étaient à notre sens non atteints. Nous avons souhaité, dans ce cadre-là, remettre un appel à projet ouvert très largement à l'ensemble des acteurs pour, et j'en parlerai après, trouver un nouveau cadre, un nouveau souffle pour ce projet. Pendant la période dans laquelle nous avons mis en place cet appel à une manifestation d'intérêt, nous avons une gestion transitoire par la ville, donc qui va s'achever à la fin de l'année, donc depuis juillet de cette année, avec plusieurs ateliers, notamment pour la constitution en association du collectif d'usagers. Il me paraît important que ce lieu qui est pour les habitants soit aussi géré par les habitants. Donc il y a eu jusqu'à présent 9 ateliers avec une moyenne de 25 participants par atelier, donc portés par le service de la direction de l'environnement et la démocratie locale sur à quoi sert l'Agrocité, comment travailler ensemble, comment constituer une association, préparer les statuts d'une association qui aura son assemblée générale constituante le samedi 11 décembre prochain. Un certain nombre de partenariats et d'événements ont été mis en œuvre. Un partenariat qui, pour le coup, est extrêmement intéressant, notamment avec sa proximité géographique, donc avec le projet de réussite éducative. Donc c'est l'accueil 2 fois par mois de jeunes qui fréquentent le projet de réussite éducative sur l'Agrocité. Définette le 18 septembre, donc, puisque l'un des circuits de Définette s'achevait sur l'Agrocité, et un partenariat avec des associations, notamment la ressourcerie éphémère par la Fabrica, qui est déjà une association sur la ville, qui a lieu en novembre. On a aussi un certain nombre de contacts qui sont pris avec le Club Agir, les clubs ados, les maisons des familles, des services municipaux, mais aussi, y compris d'autres associations locales. L'idée, c'est donc d'arriver en fin d'année, et c'est pour la raison pour laquelle je vous faisais ce point d'information, à une nouvelle gouvernance pour l'année 2022. Donc, comme je vous le disais, la ville a mis en septembre en ligne un appel à manifestation d'intérêt sur lesquels 4 structures ont candidaté. L'idée était d'avoir de nouveaux principes de fonctionnement, redonner une nouvelle attractivité à ce lieu. Donc on a fixé plusieurs principes pour le travail du nouveau gestionnaire. Un lieu de vie attractif et convivial pour le quartier et pour la ville dans son ensemble. Un lieu qui reste exemplaire et pédagogique. C'est un lieu dans lequel vous avez un certain nombre de nouveaux développements sur le jardin, sur l'économie circulaire, etc., qui peuvent être mis en œuvre. Un lieu sur lequel les services de la ville soient plus investis, PRE, fil continu, Agir, les centres de loisirs. Un lieu qui soit un lieu ressource identifié par les acteurs locaux, associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et du développement durable, et rester dans ce qui faisait l'essence au départ de l'Agrocité, ce qui est toujours, je pense, un objectif très intéressant en termes de nouveaux modèles et je dirais en termes d'invention également de manière de gérer, de manière de travailler ensemble, sur le fait d'avoir une forme de gouvernance horizontale avec un conseil de vie qui réunit tous les acteurs, qui soient associatifs, qui soient les usagers, qui soient les services de la ville, dans une sorte de co-gouvernance et en tout cas d'implication très forte des usagers dans la gestion et dans l'avenir de ce lieu.
Donc, comme je vous l'ai dit, 4 structures ont candidaté à l'appel à projet. Les services, et je suis en train de rencontrer avec Maxime Cazot, conseiller municipal délégué aux jardins familiaux et aux jardins partagés, les différentes associations qui ont candidaté. Et nous serons en mesure de vous proposer au prochain conseil municipal une délibération qui actera le choix de l'association retenue pour la gestion de l'agrocité et qui commencera donc à travailler l'agrocité à partir de janvier de l'année prochaine. Donc, comme je vous le disais, on aura donc une délibération à l'ordre du jour de notre prochain conseil. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point suivant. Excusez-moi, Madame... vous n'avez pas répondu à la question posée au dernier conseil municipal. Au dernier conseil municipal, la question qui a été posée, c'était de dire qu'il y avait des subventions publiques qui étaient injectées dans l'agrocité. Et ce qui vous a été demandé, c'est que vous puissiez nous transmettre les comptes. Donc, tous les éléments financiers qui permettent d'accréditer le fait que l'association est bien gérée. Donc là, vous nous faites une présentation un peu pédagogique. C'est une chose, tant mieux, à titre informatif. Par contre, nous, ce qui vous a été demandé, c'est d'avoir les comptes très précis. Pourquoi ? Parce qu'on a été saisi par des membres de l'agrocité des Gennevillois qui ont justement été écartés de la gestion de la structure alors qu'ils y contribuaient fortement. Ce qui nous a été rappelé, c'était que des sommes ont été investies par ces mêmes Gennevillois et ces sommes n'ont jamais été entrevues dans un quelconque livre de compte ou quoi que ce soit. Donc, je répète la question qui a été posée au dernier conseil municipal. Ce qu'on voulait, c'est avoir la traduction, la présentation des éléments financiers. Comme vous ne le faites pas là, c'est ce qu'on vous demande. Et comme il y a une prochaine délibération au conseil municipal, on voudra avoir tous les éléments financiers. Pourquoi ? Parce que vous vous projetez dans l'avenir avec une association et à ce jour, on n'a pas l'ombre d'un compte ou d'un bilan. Donc c'est ce qu'il nous faut. D'accord, c'est acté. Vous avez raison de le redemander et on vous le fournira. Mais c'est dommage d'attendre encore un mois et demi. Non, mais on peut vous donner des éléments d'explication. Parce que c'est pas la ville qui gère, hein, c'est l'association. Donc la ville donne, donc vous demandez oui, forcément je suis d'accord avec les vous, éléments. mais il faut obtenir les éléments. Alors, vous donnez de l'argent sans avoir ces éléments ? S'il vous plaît, déjà que c'est sans discussion normalement les points d'information. Vous avez raison. Non, vous avez voté le règlement intérieur. Je vous laisse intervenir. Vous avez raison, mais ne me coupez pas. Je vous ai pas coupé. Non, c'est plutôt mieux, d'autant que je vous donne acte que vous avez raison dans votre demande. Monsieur Bernier. Oui, juste pour préciser 2 éléments. Et pour préciser votre demande. Votre demande, c'est les comptes de l'association AAA reçus en termes publics. Parce que vous parlez de l'argent des Gennevillois, vous voulez dire des adhérents individuels, parce que c'est 2 questions totalement différentes dans mon esprit. Effectivement, les adhérents, les usagers de l'agrocité versaient une subvention qui était gérée par l'association AAA. Qui est une somme qui doit représenter aux alentours de 4 ou 5 000 euros en gestion, en trésorerie, et qui va donc être transférée à la future association qui va gérer. Ça, c'est un engagement qui est pris au niveau des habitants. Et ça, c'est vraiment de l'argent des Gennevillois dans le sens où c'est de l'argent propre d'usagers. Après, il y a ce que je vous ai présenté là, ça veut dire les sommes versées par la ville ou par l'État, parce que toutes les sommes n'ont pas été versées par les services de la ville, à l'association AA, mais qui, pour le coup, entre guillemets, n'est pas de l'argent des Gennevillois pur, c'est pas de l'argent versé par des Gennevillois, c'est de l'argent versé par la ville. Juste avoir cette précision-là et qu'on puisse à ce moment-là vous apporter une réponse écrite. Alors, je pense que dans la demande, pour l'avoir bien comprise, c'est l'argent des cotisations des Gennevillois à l'association. Ce qu'elle a pu être, et ce que j'ai compris dans ce que vous disiez, c'est qu'on le récupère normalement, cet argent-là sera transféré dans la nouvelle association. C'est l'engagement en tout cas de l'association AAA de nous redonner ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ce livre de compte qui repère effectivement l'ensemble de ces versements et que celui-ci soit aussi de redonner à la nouvelle association pour bien vérifier que le passé se continue, puisque c'est sur l'activité et non pas un don à l'association AAA, ce qui est différent des financements publics qui, eux, allaient à l'association AAA sur l'ensemble de son activité. Alors, c'est exactement ça, mais en l'occurrence, simplifiez-vous la compréhension. On veut tous les éléments, parce qu'effectivement, c'est l'ensemble qui nous intéresse. Et derrière le sujet sous-jacent, je vous le dis, c'est qu'il y a un certain nombre de Gennevillois qui ont l'impression d'être écartés de la cogestion horizontale dont vous parlez, au profit d'une association qui s'appelle AAA,
qui fait certes très bien son travail. Enfin, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est une association qui n'est pas nécessairement genevilloise. Non, elle est pas. Et des Genevillois ont l'impression d'être écartés. Et je le sais que vous savez très bien de quoi je parle, parce que vous-même, vous avez été sollicité par ses membres. Monsieur Bernier, vous les avez rencontrés. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est simplement une clarification sur la façon dont les Genevillois sont traités, des Genevillois qui participaient activement à ce projet qui vous tient à cœur. Merci. Merci. Je crois même qu'il est prévu une assemblée générale des adhérents, qui est quand même le meilleur endroit pour traiter la chose, en plus de votre information à vous, pour celle avec les adhérents. Merci. Deuxième point d'information. Normalement, le public n'a pas le droit d'intervenir, madame. Si vous aviez souhaité... Non, c'est juste excusez-moi. Juste, si vous aviez souhaité, c'était assez simple, il suffisait que vous nous le demandiez. Et on aurait pu soit vous recevoir en délégation, soit prévoir un temps d'intervention. Mais pourquoi Non, j'ai jamais eu de demande d'intervention au conseil municipal. Donc, au conseil municipal, il n'y a pas le droit de l'intervention du public. C'est comme ça. Sauf si je fais une suspension de séance, mais les suspensions de séance, c'est bien de nous les demander à l'avance. Et s'ils sont venus avec vous, monsieur, ça aurait été plus correct pour pas que ces personnes se déplacent pour rien, que vous fassiez cette demande à l'avance, parce que ça nous permettait d'organiser le conseil municipal. Donc, si vous permettez, je vais passer au point suivant, qui est... Je vais vous donner la parole après, madame. Madame, si vous voulez intervenir, vous me laissez continuer le déroulé sur les points d'information, et je vous donne la parole ensuite. Mais sachez que, normalement, ça ne fonctionne pas comme cela. Je vous remercie, mais on aurait dû vous le dire. Ça vous éviterait de vous faire manipuler. Point d'information suivant, c'est madame Haug qui devait intervenir. Je l'excuse parce qu'elle est malade, souffrante. Et donc, c'est madame Rubadomera, qui est la chargée de mission sur la question d'égalité homme-femme, entre autres, qui va intervenir sur point d'information égalité homme-femme et nous donner aussi des informations sur la préparation de la journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, j'ai oublié de dire que Gonala Haug a pris la fonction de la délégation de la lutte contre les inégalités hommes-femmes et des luttes contre les discriminations. Voilà, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle devait intervenir pour présenter le programme. Donc, effectivement, en fait, la lutte contre les violences faites aux femmes est inscrite à l'année dans les actions de la délégation qu'a pris Madame Haug. Et le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes et qui permet un focus particulier, une mobilisation importante est nécessaire pour renforcer ce combat. Donc effectivement, un petit rappel sur la définition pour qu'on soit aussi tous autour de cette question de violence faite aux femmes qui comprend tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant et pouvant causer aux femmes un préjudice et des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte et la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée. Donc une définition très large et internationale. Donc c'est vrai que c'est à partir de là qu'on travaille. Et effectivement, c'est rappeler que les violences faites aux femmes, c'est une violation des droits humains, que effectivement elles sont le résultat et elles sont légitimées aussi par les inégalités entre les femmes et les hommes. Et effectivement, en tout cas, l'idée c'est que le changement est possible et il faut l'accompagner nous en tant que collectivité. Donc du coup, c'est un point important. On a, dans la ville de Gennevilliers, à intégrer cette lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui est menée, avec deux fiches actions sur le sujet, une qui concerne plus le parcours, soutenir le parcours des femmes victimes de violences avec le renforcement du travail en réseau des professionnels. Et puis un autre qui est plus, l'autre fiche
qui est plus sur la prévention avec la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles des plus jeunes, enfin jeunes, on peut être jeune jusqu'à 70 ans, mais voilà, en tout cas auprès des jeunes enfants, collégiens et lycéens. Donc plus précisément, donc c'est un engagement qui date maintenant, enfin qui s'est enraciné depuis plus de 10 ans. Donc effectivement, l'animation et la gouvernance se fait par le biais du CLSPD restreint violences faites aux femmes. On a un groupe de travail qui réunit les chefs, les responsables des structures et des services pour justement réfléchir aux besoins et comment accompagner et travailler sur la coordination des actions. Et effectivement, on développe des actions collectives, alors en direction des professionnels essentiellement, pour justement travailler à améliorer et à mieux prendre en compte le parcours des femmes victimes de violences. Alors, la ville est également en soutien les associations spécialisées, alors sur l'accueil des femmes victimes de violences, dont tout le monde connaît l'Escale, qui est implantée en plus sur la ville. Donc, c'est vrai que cet engagement, c'est très important parce que c'est un financement au long cours des actions et des projets de ces associations. La reconnaissance de leur expertise et dans la lutte contre les violences. Et voilà, c'est aussi pour la ville le soutien à l'accès aux droits des femmes victimes accueillies et hébergées par l'Escale. Donc avec quand même une dimension de domicile, on domicilie, on inscrit les enfants à l'école, donc c'est un vrai enjeu et un vrai soutien pour le coup, pour ces femmes. Et dernier point aussi, en tant que ville employeuse, on a intégré la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le plan d'action égalité professionnelle. Voilà. Alors, plus spécifiquement sur les actions en matière d'accompagnement, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, on a la formation des professionnels, donc partager un langage commun, connaître les spécificités des violences faites aux femmes, des recours possibles. On a mis en place des bons taxis on développe petit à petit aussi des possibilités d'hôtels, d'hébergement en urgence quand les structures sont fermées. Mais voilà, c'est expérimental. On a aussi un volet aussi sensibilisation des habitants. Donc on a là, à partir du 22 novembre, c'est ce qu'on vous a mis, les sachets pour les pains. En fait, on va les diffuser dans les boulangeries de la ville, et c'est en fait c'est aussi pour sensibiliser, déclencher le débat. Donc, on vous l'a mis sur les tables, ces petits sachets à pain, pour que vous soyez pas surpris, parce que ça va être dans tous les quartiers et dans vos boulangeries. Donc, voilà, pour vous. Voilà, c'est une action qu'on a montée avec les services de développement économique. Et 2022, là, on a une petite... la convention pour le relogement, elle finit en 2021. On va la re-signer en 2022, pour reloger des femmes victimes de violences. Donc, dans le cadre du 25 novembre, effectivement, on a monté un certain nombre d'actions. C'est vrai que c'était nécessaire par rapport au confinement, par rapport aux suites du confinement. On a bien senti qu'il y avait un enjeu pour accompagner cette parole. Donc, la question de la formation des professionnels. Donc, on a organisé deux journées de formation, une journée autour aussi de interprofessionnel qui permet aux différents services de se rencontrer autour d'une approche interculturelle des violences, comment travailler avec différents publics. On a aussi un atelier en direction des médecins par rapport au conseil local de santé et contrat local de santé, pardon. Et aussi, avec les agents, on va développer une action, une sensibilisation aussi, les agents de la ville. En direction du grand public, on s'appuie sur les centres sociaux, qui vont accueillir les centres sociaux et culturels, qui vont accueillir la troupe de l'Escale, qui va donner 2 représentations
de pièces qui ont été écrites par les femmes hébergées. C'est aussi un message d'espoir par rapport à la sortie des violences. On a aussi au niveau d'un centre social Aimé Césaire des ateliers d'autodéfense qui sont proposés. Le cinéma également a une programmation autour d'un film qui s'appelle Slalom sur les violences sexuelles, prévenir les violences, comment intervenir c'est à partir d'une histoire vraie, mais intervenir sur les violences sexuelles dans le sport. Et puis voilà, des expositions, il y a vraiment une pluralité d'actions pour justement permettre, se saisir de cette question et mobiliser l'ensemble des habitants, des habitantes, à chacun à leur niveau, parce qu'effectivement, c'est aussi les violences, elles reculeront que si on est tous mobilisés. Voilà, et du coup, la conclusion, effectivement, tout ce travail d'accompagnement des femmes, des victimes, c'est aussi un travail de prévention. Ça, c'est vrai que il y a également tout un volet d'action autour de la prévention des violences et d'une éducation, on va dire, à l'égalité qui respecte la place de chacun. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour avoir les dates exactes des initiatives, il faut aller sur le site internet, sur ce que j'ai pu voir. Merci. Monsieur le maire, je peux intervenir ? Propose... Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. Si vous permettez, je voulais compléter la présentation de ma collègue qui est fort intéressante en disant que, oui, tout ce que vous dites, c'est très intéressant, mais encore. C'est aussi la violence faite aux femmes, c'est aussi arriver à définir ce que sont les violences qui ne sont pas faites que physiquement et exercées par le conjoint. C'est aussi la pression de la société, c'est la pression de la famille et aussi de la communauté. Et c'est important de l'inclure aussi dans notre travail. Je pense que c'est intéressant de... Vous pensez à quoi en parlant de communauté ? Par la communauté, qu'elle soit familiale ou... D'accord. Voilà. Aussi, c'est aussi important de parler de la prévention de la prostitution de nos jeunes filles. Car c'est malheureusement un problème qui est souvent passé sous silence et qui existe et qui est bien réel. C'est aussi peut-être l'occasion d'organiser des débats, des échanges avec des projections, des courts-métrages ou des films en vue d'avoir des témoignages et d'accompagner les femmes et de rendre les choses un peu plus interactives et vivantes. Et je pense aussi qu'il faut penser aux enfants dans cette histoire, parce que c'est aussi les enfants qui sont victimes au même titre que les mères. Voilà. Merci, on est d'accord. Nous sommes d'accord avec vous sur ce point. Merci. Je vous propose de faire une suspension de séance et on va vous donner la parole. Quelques minutes. Allez-y. La mieux, on va vous traiter à égalité, ou à moins que ça vous gêne, mais si on peut vous donner un micro, ce sera... Il faut qu'on vous branche votre micro, attendez. C'est bon ? Bonsoir. C'est bon. Donc, bonsoir à tous, je vais me présenter, je suis Madame Médassi, je suis née à Gennevilliers, je travaille à Gennevilliers, j'habite toujours Gennevilliers et aujourd'hui je représente aussi des mamans. Et je tenais à vous dire, Monsieur le maire, que je ne suis manipulée par personne et que je vous ai bien écrit le 7 septembre un mail, et vous verrez votre boîte mail, il y a bien un mail qui demande à vous rencontrer. Car aujourd'hui, la situation n'est plus possible à Victor Hugo. Je ne sais pas si parmi vous, il y a certains élus qui habitent Victor Hugo ou aux Agnettes. Personne ? Personne habite aux Agnettes ou Super. Cette personne pourra témoigner de ce que je vais vous raconter. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je vous invite, Monsieur le maire, à passer un soir en bas de Victor Hugo.
On est infecté de rats, de punaises de lit, des déchets. Hein. J'ai fait tout un discours et je suis assez émue parce que il n'y a pas si longtemps que ça, mon fils a vu un rat, il a failli courir sur la route. À partir de là, j'ai pris en main certains témoignages de certains collègues, amis et aussi locataires qui m'ont complètement exprimé leur cauchemar des rats dans les locales à poussettes, des femmes qui ne laissent plus leurs poussettes dans les locales à poussettes, des personnes qui marchent sur la route, on ne marche plus sur les trottoirs. Hein. Il y a aussi malheureusement des mamans, des personnes âgées qui sont présentes ici, représentées par leurs filles, qui n'osent plus sortir. Moi, je dois à ma mère qui me demande de venir prendre à la boîte aux lettres parce qu'elle a peur de sortir à cause des rats. Donc on tenait à prendre une vraie prise de conscience, vous les élus, hein, à qui, pour la plupart, on a voté pour vous, hein, et qui aujourd'hui nous laissent un petit peu comme ça, dans le désarroi. C'est plus possible. C'est plus possible que moi, je dois laisser mes enfants un mercredi soir. Alors, j'ai cru entendre que Madame Mansouri était présente et qui faisait une permanence demain, le jeudi, de 10h à midi. Mais on travaille, Madame. On travaille. Et nos mamans, ou certains locataires à qui j'ai été voir pour leur dire de descendre et de venir vous voir, on me dit, mais on n'a rien à lui dire parce que de toute façon, rien ne va bouger. Habitat Gennevilliers fait l'autruche, ne répond à aucun mail, ne répond à aucun appel, sauf quand il y a des loyers impayés. Ils savent menacer, harceler, faire des mises en demeure. Et ça, ce que je vous raconte, c'est véridique. Ma mère, où j'ai perdu mon papa en mars 2020, en plein Covid, on a reçu des mises en demeure parce que Habitat Gennevilliers n'a pas su prendre en considération les courriers que je leur ai faits en leur disant de prélever sur le bon RIB. Et donc, c'est ma mère qui se retrouve avec des mises en demeure. Et quand vous envoyez une mise en demeure, et on en a reçu 5, hein, pour un loyer impayé, 5 mises en demeure, avec un appel qui était pratiquement menaçant, sans aucun loyer impayé, où je leur ai dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas traité mon courrier. On m'a dit, c'est comme ça, il faut venir déposer un chèque. Je ne comprends pas. Je ne sais pas à qui profite aujourd'hui cette situation. Elle doit bien profiter à quelqu'un, mais elle ne profite pas aux locataires. Surtout qu'on a mis en place un pack confort. Vous savez, ce fameux pack confort qui est tout sauf confortable. Hein, parce que, tout simplement, les prestataires que vous nous avez mis en place dans ce pack confort, ne répondent pas. Quand ils répondent, ils mettent des semaines à répondre. Et même les intervenants qui sont venus nous ont dit clairement, non, Habitat Gennevilliers ne nous a pas validé le devis, donc nous, on ne se déplace pas. Habitat Gennevilliers nous ont dit que, entre guillemets, hein, d'après les intervenants, et ça, je prends les propos des intervenants, oui, on me donne un rendez-vous jeudi matin pour venir changer le chauffe-eau. On ne vient pas, personne ne nous prévient. Donc moi, je dois prendre une demi-journée. Je travaille dans la coopérative UP, que vous connaissez bien, monsieur le maire. Et donc, quand je vous dis je suis manipulée par personne, je suis vraiment manipulée par personne parce que la coopérative UP, on est très solidaire, on fait partie de l'économie solidaire et sociale. Je suis actionnaire de la coopérative UP. On est très présent sur la ville de Gennevilliers. On essaye de faire pas mal de choses, que ce soit au niveau de l'handicap ou d'autres actions que nous mettons en place sur Gennevilliers. Mais là, ce n'est plus possible, monsieur le maire. Il faut prendre en considération, il faut que quelqu'un vienne à Victor Hugo. On a des buissons en bas de Victor Hugo qui ne servent à rien, il faut les raser. C'est un nid à rats. Aujourd'hui, on a des rats dans les logements, on a des rats dans les locales à poussettes, dans les locales à poubelles. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez des éléments de réponse? J'aimerais bien. Bon. Merci. Peut-être que Sophia Mansouri sur le côté habitat et j'interviendrai sur la question des rats. Alors, bonsoir. Là, je vous remercie d'être venu ce soir puisque vous ne serez pas disponible demain. Je voulais d'abord faire un premier point sur peut-être expliquer à quoi servent les visites de patrimoine qui ont lieu tous les 15 jours sur les différents quartiers, dont Victor Hugo demain. C'est des visites de patrimoine qu'on fait en journée avec l'ensemble des techniciens qui interviennent sur le patrimoine, donc le responsable de site, les gardiens,
Et on fait aussi venir des gens du siège, donc la gestion locative, la gestion du patrimoine, les personnes qui vont travailler sur les réhabilitations, etc. Et on fait ça en journée pour pouvoir voir le patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine, on a besoin de le voir en journée parce qu'on a besoin de voir les façades, on a besoin de voir les communs pour pouvoir justement constater ce qui ne va pas. Et on l'a fait pendant 6 mois sans prévenir les habitants. Et on s'est aperçu que du coup, les locataires qui nous voyaient par paquet de 12 en bas de chez eux comprenaient pas trop pourquoi on venait. Et de toute façon, on se retrouvait à avoir ce qui ressemblait à des permanences de toute façon en bas des immeubles. Donc du coup, on s'est dit que c'était bien de prévenir plutôt que de ne pas prévenir, parce que quand on ne prévient pas, on nous reproche de ne pas vouloir parler aux gens. Donc du coup, on s'est dit qu'on préviendrait au moins pour les gens qui étaient là en journée. Ensuite, comme on a pu le faire sur un autre quartier des Agnettes, non, sur un autre morceau du quartier des Agnettes, à Musler, on a fait une visite de patrimoine avec l'ensemble de ces personnes-là dont je vous parle de Gennevilliers Habitat. Et après le constat de plusieurs dysfonctionnements, on a fait une réunion publique en soirée où on a invité l'ensemble des locataires qui étaient concernés. Donc ça, c'est un peu le plan pour cette fois-ci. Donc l'idée, c'est vraiment que demain, nous, on a besoin de faire cette visite technique pour aussi pouvoir apporter des éléments de réponse sur un certain nombre de sujets qui sont déjà identifiés. Ensuite, sur les questions, alors je te laisserai développer sur les rats, mais il y a déjà des choses qui ont été enclenchées là depuis je crois que c'est la mi-octobre, je n'ai pas la date exacte, où les différents services de la ville, dont Gennevilliers Propreté, sont déjà venus en diagnostic justement à Victor Hugo pour pouvoir justement proposer un certain nombre d'actions dont certaines ont déjà été mises en œuvre ou sont en train d'être mises en œuvre, mais je laisserai le maire compléter. Sur la question des relations entre Gennevilliers Habitat et les locataires, alors je ne sais pas si je vous parle d'abord des punaises de lit ou si on... Ouais, parce que pour nous c'est un sujet important qu'on a décidé de prendre en main dès mon arrivée en juillet 2020. Et c'est pour ça qu'on a proposé, dès le 1er janvier 2021, de déjà enlever la barrière économique au traitement des punaises de lit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intervenants sur les punaises de lit, ça ne coûte plus rien aux locataires et ils ont une obligation de résultat. Donc en fait, ils reviennent tous les 15 jours ou tous les 15 jours à mois en fonction du protocole qui est sélectionné pour arriver au bout. Et quand ça n'arrive pas au bout, parce qu'à un moment, il faut suivre le protocole, parce que quand on n'arrive pas au bout, on prend d'autres mesures ensuite, qui peuvent être des mesures d'intervention en milieu inoccupé, donc où en fait on reloge la personne, le temps de traiter son logement, etc. Donc ça, c'est sur les punaises de lit. Donc il y a des endroits où ça fonctionne bien, il y a des endroits où il y a des échecs, mais le but du jeu, c'est de ne pas laisser les gens dans cette situation ad vitam et de trouver la bonne solution pour en venir à bout, sachant que les punaises de lit, c'est un problème qui est national et qui est cyclique en plus, c'est-à-dire que même si on s'en débarrasse, elles reviennent à un autre endroit, donc en fait c'est quelque chose qui relève plutôt de la contention du phénomène que de sa disparition. Et on a d'ailleurs une difficulté qui fait qu'on a opté pour des traitements plutôt naturels à la vapeur sèche, notamment, et à la chaleur. C'est que les punaises de lit, depuis les années 90, se sont renforcées avec l'utilisation massive des insecticides. Donc c'est une raison, parce que j'ai des locataires aussi qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas avec la grosse bombe d'insecticides et pouf, il n'y en a plus. C'est parce que en fait, ça renforce les punaises et elles reviennent plus fortes contre les insecticides. Donc c'est le choix qui a été fait pour le type de traitement. Donc moi, je nie pas qu'il y a des échecs et que ces échecs-là, ils sont aussi traités, mais globalement, cette stratégie fonctionne plutôt avec les statistiques qu'on a sur la résolution des interventions punaises. Ensuite, j'ai oublié, oui, sur les relations, je termine et puis ensuite je vous laisserai peut-être réagir à nouveau. Ou je laisserai le maire compléter, je ne sais pas, comme tu veux. Ensuite, en ce qui concerne les relations entre Gennevilliers Habitat et les locataires, il y a deux choses qui effectivement sont nouvelles et qui prennent un peu de temps à se mettre en place. C'est l'installation de ce nouveau prestataire multiservice qui s'appelle Cogemust. Ça fait moins d'un an maintenant qu'il est installé, puisque c'est depuis le 1er janvier 2021.
Et on est sur deux choses. On a tout d'abord, je parlerai d'abord de la prestation, on va dire, charge bailleur, et ensuite je parlerai du pack confort. On a tout d'abord, sur les charges bailleurs, on a quelque chose qui est clairement lié à l'organisation du prestataire. Donc on est en train de lui mettre la pression pour qu'il s'améliore sur notamment la prise de rendez-vous et le fait de pouvoir les honorer. Donc ça, on est en train de leur mettre la pression pour que ça s'améliore vite. Et l'autre sujet qui concerne le pack confort, c'est que, sur cette question des rendez-vous qui ne sont pas honorés, on a on est toujours sur le même sujet que sur les interventions bailleurs, mais cela dit, on a aussi un autre sujet qu'il faut qu'on arrive, nous, à traiter, mais on va essayer de le faire avec le Conseil de concertation locative, où sont présents les représentants des associations de locataires, et bientôt d'autres personnes qui seront volontaires pour représenter les locataires. Ça va être de travailler sur une charte, j'en sais rien, mais pour que les locataires s'engagent lorsque les techniciens viennent pour une prestation pack confort, à ne pas demander d'autres choses au moment de cette prestation, parce que le problème, c'est que du coup, ils prennent plus de temps chez un locataire, et du coup, ils prennent du retard sur leur planning, et ils n'arrivent pas à honorer les rendez-vous suivants. Donc on essaie et comme ils sont à la bourre, quoi, ils ne prennent pas forcément le temps de décrocher le téléphone, et ne serait-ce que de prévenir. C'est le cas, on a fait faire une enquête de satisfaction, c'est le prestataire d'ailleurs, post-intervention sur l'ensemble des prestataires Cogé-Must. On est quand même encore, et c'est un chiffre que moi je ne trouve pas satisfaisant, on est sur environ 20% des rendez-vous qui, lorsqu'ils ne sont pas honorés, ça n'a pas été prévenu. C'est beaucoup trop, je vous l'accorde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Alors, dans le cadre du pack confort, justement, alors c'est Gennevilliers Habitat, si je peux me permettre. Pour le coup, effectivement, dans le cadre du pack confort, normalement, le principe du pack confort, c'est de pouvoir vous fournir on va dire un centre d'appel pour des prestations que par ailleurs vous seriez allé chercher tout seul et à des tarifs complètement différents. C'est-à-dire que l'idée, c'était que le pack confort, pour 36 € par an environ, vous puissiez bénéficier, ne serait-ce qu'avec un seul service rendu, d'une rentabilisation du truc. Vous faites venir un électricien pour remplacer 2 prises avec les frais de déplacement. Bon, voilà, c'était ça l'idée. Voilà. Pardon ? Voilà. S'il vous plaît, je vous propose une dernière intervention de votre part, et après on reprendra notre séance, parce que... Bien évidemment, monsieur le maire. Je conclus, ça marche, mais après, on pourra en reparler pour les gens qui seront là demain. Malheureusement, on travaille. Et ensuite, il y aura une réunion publique, comme je vous disais. Oui, mais écoutez jusqu'au bout, il y a une réunion publique prévue. Comme je vous disais, voilà, il y aura une réunion publique avec Roger Duguet, notamment, pour parler et des Gennevilliers Habitat, qui est majoritaire sur les Agnettes en termes de bailleurs, et sur l'ensemble des autres problématiques qui sont liées à la ville. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de vous dire, demain, on est vraiment sur quelque chose qui est à la base d'une réunion, c'est une visite technique, et où moi, je ne peux pas envisager de faire venir 25 salariés en heure sup à 18h pour une visite technique. Donc c'est un peu l'idée. Demain, c'est visite technique, et les gens qui seront là, on sera disposé à échanger avec eux. Et pour vous dire, sur sur les visites qu'on a faites en journée, donc ces visites techniques, on a toujours quand même entre 15 et 30 locataires qui sont là. Donc déjà, ça fait pas mal de monde. Donc les gens qui seront là demain, c'est avec plaisir qu'on échangera avec eux. Mais ensuite, il y aura de toute façon une réunion publique qui d'ailleurs, moi je l'avais vu inscrite dans les agendas, mais pour une raison, je ne sais plus laquelle, logistique, elle ne s'était pas tenue finalement. Donc ça, c'est prévu bientôt. D'accord. Voilà. D'accord. Un dernier mot, madame, et puis je vous donne une explication. Ce qu'on a prévu. Alors j'attends sur les votre rangs. explication, monsieur le maire. Mais après, on arrête. Hein. Oui, après, je m'en vais, j'ai mes enfants, monsieur le maire. Merci. Alors, sur les rats, nous sommes préoccupés comme vous et comme tous les habitants. Non, si on commence comme ça, vous pouvez rendre le micro, comme ça sera plus sûr. Merci. Excusez-moi de faire ça.
Mais sur les rats, on a la même préoccupation que les habitants sur ce phénomène qui existe sur plusieurs villes. Alors il y a plusieurs choses qui ont été faites. On a passé au bureau municipal, à la majorité municipale il y a 15 jours, je crois, une grosse note, puisqu'on a fait faire un audit par une entreprise spécialisée sur la façon de combattre les rats. Il y avait aussi une annexe sur les punaises de lit. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a triplé notre budget d'action contre les rats ces 2 dernières années, avec des résultats, mais pas des résultats suffisants. La preuve, c'est qu'il y a des endroits, et notamment Victor Hugo, où cela perdure. Cette note nous fait des préconisations de modifier notre système d'attaque des rats, d'avoir moins de produits en prévention, parce que les rats, c'est un peu comme les punaises d'ailleurs, s'habituent aux produits et deviennent, quand on en met, ils n'en meurent plus. Et donc d'être plutôt sur un système d'attaque, c'est d'ailleurs ce qui est prévu sur le bâtiment Victor Hugo prochainement, d'avoir une attaque coordonnée avec d'autres produits sur ces rats et d'avoir une coordination entre le bailleur, la ville et parfois avec l'assainissement. Donc ça, c'est ce que on va modifier dans la prochaine année et à compter du 1er janvier, et avec avant des interventions sur les lieux où il y a aujourd'hui des rats un peu forts. Et on a décidé, puisque ce n'est pas que Gennevillois, les 7 maires de notre boucle de Seine, à sa dernière réunion des bureaux des maires, c'est-à-dire il y a 15 jours, on a décidé de coordonner aussi une action collective sur les 7 villes en même temps, en se mettant d'accord aussi avec le réseau d'assainissement, parce que Clichy a exactement le même problème que nous. D'ailleurs, la question a été soulevée par Clichy. Colombes et toutes les villes autour de nous ont ce problème-là, comme Paris d'ailleurs. Et donc on s'est dit qu'on pourrait intervenir en informant la population d'ailleurs, pour montrer qu'on agit. Et on va avoir une intervention territoriale aussi, en plus des actions de la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui sera au détriment des interventions de la ville, mais la ville va faire ces interventions-là. Et en plus, avec le territoire, nous allons engager une opération concertée sur les 7 villes en même temps. Voilà. Pour vous donner un peu ces éléments, on a ces préoccupations-là sur arriver à faire en sorte que les rats... Et il y a 2 problèmes en fait qui se posent. Il faudrait qu'on arrête de mettre de la nourriture dans l'espace public, parce que les rats ne mangent pas les choses empoisonnées du coup. Ça, c'est le point principal, je dirais. Et le deuxième point, il faudrait que les rats reprennent peur un peu de la vie en surface et retournent dans les souterrains, parce que qu'il y ait des rats dans une ville, c'est normal. Mais il y a des endroits, j'ai vu les vidéos comme vous sur Victor Hugo, où ce n'est pas normal qu'il y en ait 15-20 sur le trottoir qui se promènent, ou même qui montent dans les étages. Donc ça fait partie, pour nous, là, des lieux où il faut traiter, et il va y avoir un traitement dans les prochains jours à Victor Hugo, entre autres. Voilà. Merci. En tout cas, merci. Monsieur Méarga. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, vous avez une bien étrange conception de la mobilisation des Gennevillois qui viennent poser des questions légitimes auxquelles ils ont tenté d'avoir des réponses par d'autres biais. Et quand ils viennent, même de manière un peu anarchique, entre guillemets, vous parlez de manipulation. Dois-je comprendre que lorsque vous sollicitez les Gennevillois pour partir manifester devant le ministère du Logement, c'est de la manipulation aussi? C'est monsieur, je ne sais pas. En tout cas, monsieur Méarga, quand j'avais une manifestation, j'avertis. Non mais quand je suis allé devant le ministère du Logement, j'ai averti le ministère du Logement et j'ai demandé un rendez-vous et je l'ai obtenu d'ailleurs. Monsieur le maire, quand il y a des manifestations, même spontanées, c'est pas de la manipulation, ça s'appelle juste l'expression démocratique. Oui. Mais ça, vous semblez l'oublier. Je voulais juste revenir sur quelques petits points qui ont été évoqués. D'abord, Madame Mansieri, je vous rappelle que sur l'affiche qui est indiquée, c'est Madame Mansieri vient à votre rencontre et il n'y a pas parlé de visite technique, donc vraisemblablement, c'est bien une visite en direction des habitants et des locataires de Gennevilliers Habitat entre 10h et midi. C'est en tout cas tel que c'est affiché sur l'affiche. Il faudra que vous la regardiez pour voir que ce n'est pas marqué visite du patrimoine ou technique et autres. Donc, c'est une question qui se pose que de venir rencontrer la majorité ou la plus grande majorité des locataires sur des temps où, effectivement, comme le rappelait Madame qui est intervenue, qui sont au travail. Pour le problème des rats, Monsieur le maire, je sais pas, je me souviens que juste avant les élections de 2020,
notre ville, particulièrement pas que Victor Hugo, mais le quartier des Agnettes qui est infesté, et il y a d'autres endroits, ça avait été totalement nettoyé. Moi, je peux vous le dire, je rentre régulièrement là où j'habite, et sur mon chemin, je croise entre 3 et 4 rats. C'était cela à l'époque, juste avant les élections, ça a été bien traité, ils avaient disparu, et là, ils ont réapparu. Alors, que vous expliquiez... Vous allez m'expliquer qu'à Clichy, ils sont aussi politiciens. Je ne suis pas, sur une autre couleur monsieur le maire, politique. je vous le rappelle souvent absurde. depuis qu'on se connaît. Moi, je suis élu... finissez, vous avez 2 minutes, finissez. D'accord. S'il vous plaît. Ah, maintenant, vous calibrez le temps de parole. Non, mais bien. c'est parce que je Mais non, mais c'est le pas ça, conseil. monsieur le maire, mais je vous ai dit, moi, je suis élu Gennevillois. Donc, je suis solidaire de ce qui se passe à Clichy, mais je défends d'abord l'intérêt Non, mais des regardez ce Gennevillois. qui se passe autour. Alors, Comme élu, regardez ce qui se passe dans les autres villes tout pour cas, vous apercevoir en tout- que le problème des rats, Monsieur le maire, malheureusement, n'est pas un problème gennevillois. je dois Sinon, voir- quel serait l'intérêt du maire d'une ville de laisser des rats dans sa ville? Monsieur le Quel maire, serait mon intérêt de laisser des rats à Victor Hugo? Franchement. est-ce que vous pouvez me laisser finir sans me couper la parole? Ce serait bien Allez-y. aimable. En tout cas, quoi qu'il en soit, vraisemblablement, l'action municipale en matière de lutte contre les rats ou a baissé d'intensité, ou les rats sont devenus plus forts. Mais vous expliquez qu'en fait, les rats sont là parce que les Gennevillois leur donnent à manger. Expliquez-moi quel intérêt les Gennevillois auraient de donner à manger aux rats. Vous comprenez qu'à un moment, il y a des inepties qui sont dites. Il y a des inepties. Concernant les punaises de lit, moi je vous le dis, j'entends avec grand intérêt le discours tenu par Madame Montserrat sur le traitement. Il y a des traitements qui sont effectués, ça sans aucun doute. Quant à leur efficacité, elle est bien en question et bien discutable. Je rappelle ce que j'avais évoqué au dernier conseil municipal et je le redis pour que ce soit audible à chacun. Une néolocataire s'est vue proposer un logement infesté de punaises de lit. Lorsqu'elle a dit « je ne peux pas y habiter, j'ai un fils qui est malade » et autres, on lui a dit « madame, c'est ça ou rien ». Est-ce que c'est de son fait si elle est punaise de lit? Non. Est-ce qu'il est de la responsabilité du bailleur que de proposer un logement décent? Oui. Pourquoi derrière, on fait subir aux jeunes Villois ce dont ils ne sont pas responsables? C'est ça la réalité de la situation. Et quand il y a des jeunes Villoises et des jeunes Villois qui vous interpellent pour vous dire « Monsieur le maire, contrairement à ce que vous énoncez partout et tout le temps, non, tout ne se passe pas très bien, Gennevilliers, vous ne voulez pas entendre. Et ce n'est pas un problème d'opposition. Nous, on est dans notre rôle. Mais on est dans notre rôle pour défendre les intérêts des jeunes Villois. Vous pensez que parce que vous avez dit que ça se passe bien, alors ça se passe bien. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et la réalité, vous la connaissez pourtant, mais vous la niez. Alors, il faudrait vraiment revenir à quelque chose de plus sérieux, parce que vous comprenez bien que c'est bien beau de vouloir se faire le chantre de la défense, mais allez jusqu'au bout, défendez vraiment les choses. Faites en sorte que les jeunes Villoises et les jeunes Villois aient une qualité de vie telle qu'ils la méritent. Parce que je vous rappelle qu'ils payent des charges, qu'ils payent des loyers, qu'ils payent tout ce qu'il faut, que le budget de la commune est conséquent, et pourtant la qualité de vie n'est pas à la hauteur de cela. Et ça, je suis désolé, pardon, non, je ne suis pas désolé, je suis ravi de vous le rappeler, parce que la mascarade, elle dure depuis trop longtemps dans notre ville. En tout cas, moi je vous le dis, même la communication avec Gennevilliers Habitat, même puisque Madame Montserrat faisait référence, quand il y a des représentants des locataires, elle est proche de zéro, et c'est pas en faisant l'autruche que les solutions sont trouvées, et c'est pas comme ça qu'on arrive à instaurer un dialogue. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Méharga. Juste quelques mots. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les... Vous pouvez y aller si vous souhaitez partir. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres villes, parce que pour pouvoir traiter un problème qui est dans beaucoup de villes, eh ben, faut regarder s'il y a des endroits où ça réussit ou pas. Parce qu'aucun maire de la région Île-de-France n'a intérêt à avoir des rats au bas de chez eux, parce que ça crée du mécontentement légitime de la part des habitants. Donc ce serait quand même assez improductif de se dire qu'on laisse les rats proliférer. La question, c'est de trouver un traitement d'attaque efficace que ni Paris n'a trouvé, ni Clichy n'a trouvé, ni Villeneuve n'a trouvé, ni Argenteuil n'a trouvé, ni nous n'avons trouvé. Nous avons triplé notre budget pour traiter les rats ces 2 dernières années. Nous avons fait faire venir une boîte spécialisée sur ce traitement pour modifier encore et essayer d'être plus efficace dans la prochaine période sur ces attaques sur les rats. Personne ne vous dit qu'on y arrivera à 100%. En tout cas, c'est notre volonté d'arriver à le faire. Et si on ne veut pas se comprendre, on ne se comprend pas. Mais quand je dis qu'il y a des gens qui nourrissent les rats, je ne dis pas qu'il y a des gens qui font exprès de nourrir des rats. Mais quand il y a du pain sur les pelouses, quand il y a des poubelles, des sacs poubelles sur la rue, ça nourrit les rats. Oui, ça nourrit les rats. Et c'est un des facteurs qui fait que les rats ne s'empoisonnent pas.
parce qu'ils préféreront toujours la nourriture maison aux produits qui sont fournis. C'est un élément de l'audit qui nous a été fourni aussi par l'entreprise qu'on en a invité. Donc si on ne veut pas l'entendre, qu'on détourne mes propos pour le plaisir de faire un petit meeting, ça ne sert à rien. La question, c'est l'efficacité. Je vous propose qu'on en arrête là. Non, je vous propose qu'on en arrête là. Vous avez pris la parole plusieurs fois, juste un petit complément. Je veux non, pas être mais polémique. pour votre groupe, vous avez parlé, monsieur un petit complément, je veux pas être polémique. Dans aucune ville, non, écoutez-moi, dans aucune ville, on interrompt les conseils municipaux comme on l'a fait. Je vous dis d'entrée, je veux pas être polémique. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on connaît vraiment beaucoup de locataires qui, en fait, on voit que vous faites des choses. On voit que vous faites des choses. Il y a des choses qui sont faites. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui sont atteints psychologiquement à force des punaises de lit et des rats. Et c'est vrai que même si vous faites des choses, en fait, vous dites que vous avez triplé le budget, peut-être que le dimensionnement de ce budget, il n'est pas suffisant. Et nous, en fait, à travers notre intervention, ce qu'on vous exhorte à faire, c'est vraiment de mettre le paquet. Et je pense qu'il y a certaines zones dans Gennevilliers, on parle du Victor Hugo aux Agnettes parce que c'est un exemple qui est frappant, il faut vraiment mettre le paquet. Et quand, par exemple, vous vous attaquez à une cage d'escalier, il ne faut pas faire un ou deux logements, il faut vraiment faire tout le hall et toute la cage d'escalier, voire tout le Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que la difficulté, elle est la suivante, c'est que nous, on connaît des gens, depuis 2 ans, ils en ont marre. Je me souviens qu'un conseil municipal, il y a plus d'1 an, on vous avait déjà fait la remarque. Et c'est avec les remarques que les habitants font que vous vous engagez petit à petit dans cette bataille. Mais cette bataille, il faut mettre plus de moyens. Monsieur Nkonda, on l'a déjà fait, on a mis plus de moyens, on a même fait des passages avec des chiens pour détecter dans des immeubles entiers s'il y avait des punaises de lit. Alors quels sont les résultats ? Les résultats, c'est qu'il n'y a pas dans tout l'immeuble des punaises de lit et que le coût sur l'intervention, c'est exorbitant par rapport à la réalité. Est-ce qu'on est sûr de la fiabilité de l'action du chien ? Monsieur Nkonda, vous arrêtez pas de m'interrompre, c'est pas correct du tout. Vous savez comme moi comment ça se passe dans les autres conseils municipaux, ça ne se passe pas comme ça. Et y compris, ça n'arrive quasiment jamais que des habitants puissent intervenir sans avoir demandé l'intervention au préalable. Ça, je vous ferai la démonstration dans plusieurs endroits, y compris dans beaucoup de conseils. L'opposition. Vous n'êtes pas exceptionnel, ça arrive dans tous les conseils municipaux. À un temps limité, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce que je vous propose, et en tout cas, ne me coupez pas la parole en permanence. Bon, je vous propose que l'on relance. Bon, merci, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un monsieur. Et voilà, merci et bonne soirée. Je vous propose qu'on rouvre notre conseil municipal avec l'examen de la délibération F1. Madame Pérez. Oui, chers collègues, monsieur le maire, il s'agit donc de l'approbation du pacte financier et fiscal du territoire Boucle Nord de Seine. Donc, ce pacte est un outil de gestion élaboré par les 7 communes portant règlement financier afin de préciser les relations financières entre les communes membres de l'EPT. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Nkonda. Une observation à la lecture du pacte, on observe qu'en gros, il y a une mutualisation pour tous les moyens qui consistent à aller rechercher des financements et mettre en commun toute la coordination pour aller chercher des financements. Mais pour le reste, la règle, c'est chacun reste maître chez soi. Donc voilà, nous, on va voter pour parce qu'on pense qu'en l'état actuel, c'est ce qu'il faut adopter comme position. Merci. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? L'unanimité, alors ? Merci. Délibération F2, Monsieur Simon. Oui, bonsoir. Il s'agit de la candidature de la ville à l'appel à manifestation d'intérêt métropolitain dans le cadre du développement des passes numériques. Y a-t-il des interventions ? Madame Chala. Merci, monsieur le maire. Donc, je voulais intervenir pour vous dire que même si on se réjouit de la mise en place de ce pass numérique, il me semble que cette mesure nationale est insuffisante pour accompagner les publics vulnérables et qui sont touchés par la fracture numérique. Une formation de 5 à 10 heures pour acquérir des compétences, un minimum de compétences, ça semble quand même assez insuffisant. Pour certains, ça peut aller, il n'y a pas de souci. Mais pour certains publics qui ont des freins tels que la barrière de la langue, ça reste une certaine appréhension de l'outil informatique et qui n'ont pas d'outils chez eux, ça reste limitant.
Et il est important aussi de rappeler que la moitié des Français, plus de la moitié des Français ont des difficultés à utiliser et à manipuler un ordinateur, voire Internet, pour leurs recherches, leurs démarches administratives. Et donc, moi, je pense qu'il est important que l'on soutienne les associations qui ont ce projet d'accompagner les jeunes Villois au quotidien dans leur démarche, notamment l'association Femmes Relais. Et je ne comprends pas pourquoi la ville n'apporte pas un soutien et un engagement plus prononcé. Voilà. Merci. Sur le numérique, vous avez raison, mais ça, c'est une action sur laquelle, justement, on postule pour améliorer les dispositifs, et ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur les postes d'accueil en mairie. Éloi, si tu veux dire des choses. Ouais, assez rapidement, parce qu'il y a aussi Grégory Boulor qui travaille dessus et Ibrahima Ndiaye, notre collègue, sur la question de l'accès aux droits et justement les rendre effectifs, parce que la question des droits, c'est bien, mais il faut qu'ils soient effectifs. Donc c'est un des enjeux dans cette démarche, dans toute cette démarche sur cette question de fracture numérique. Il y a effectivement d'ores et déjà prévu dans le cadre de cette dématérialisation qui n'est pas le fait principalement de la ville. Toutes les démarches, que ce soit fiscales et autres, sont en train d'être dématérialisées. On a le souci, dans le cadre de la rénovation, rénovation du rez-de-chaussée et de la démarcherie, d'accompagner et d'avoir des ateliers de sensibilisation et d'accompagnement. On a aussi des ateliers, je vous y invite, parce que vraiment, c'est vraiment pertinent ce qui est fait, et on ne s'en rend pas compte. Ça peut, pour celles et ceux qui sont habitués, ça peut sembler vraiment faible comme niveau, mais c'est pourtant très bien et très, très important ce qui s'y fait. Les ateliers dans les centres socioculturels, des ateliers de découverte du numérique qui sont déjà le cas, qui ont déjà lieu, peut-être pas suffisamment, mais qui ont lieu. Et j'ai demandé au directeur des systèmes d'information une note qui va être transverse sur l'état, c'est toujours très compliqué à quantifier, mais l'état de la fracture numérique dans la ville, avec des préconisations d'intervention spécifiques propres à la ville de Gennevilliers, qu'on puisse travailler là-dessus. Mais le chantier étant vaste, la solution n'arrivera pas comme cela. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour rendre cette question du développement du numérique ne laisse pas une partie de la population à Gennevilliers et partout ailleurs sur le bas-côté. Merci. Merci. Et quant aux femmes relais, ils nous ont demandé un rendez-vous, donc on va les recevoir. Et c'est compliqué de dire qu'on ne les soutient pas plus que ça, puisque leur bailleur avait oublié de les reloger. Et c'est la ville qui leur a trouvé des locaux pour justement les aider à se développer, et qui, d'un point de vue de subvention, n'est pas mineur sur l'impact de la ville. Donc c'est quand même compliqué de dire qu'on ne soutient pas cette association. Je disais pas qu'on ne la soutenait pas. Je disais simplement que l'association vous a interpellé sur cette question-là. Elle n'a pas eu de réponse, et donc on peut faire plus. Vous avez raison. Non, mais oui, non, mais on peut faire plus sur tout, hein. C'est clair, mais c'est un rôle d'opposition facile. Je vous propose, qui est pour cette délibération? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F3. Il s'agit juste de modifier la commission d'appel d'offres pour en fait remplacer Monsieur Simon, qui est en suppléant, par Monsieur Christian Deschênes, ici présent. Donc l'idée, c'est la composition de cette commission, c'est en titulaire Isabelle Massard, Roger Duguay, Laurent Noël, Zineb Zouaoui, Monsieur Brice Nkonda, pardon. Et en suppléant Anne-Laure Pérez, Delia Toumi, Maria Blanca Fernandez, Christian Deschênes, Hassen Meharga. Si vous en êtes d'accord, on ne fait pas un vote à bulletin secret? On en est d'accord, mais on a une remarque. Oui, allez-y. Que j'adresserai d'ailleurs par mail à Monsieur Clochette, qui est de décaler l'horaire de la CAO. On a un peu le même sujet que ce qu'on évoquait avec Gennevilliers Habitat, des réunions en pleine journée. Quand les gens travaillent, c'est pas évident. Donc on aimerait bien avoir le mode de fonctionnement un peu comme les commissions préparatoires au conseil municipal. C'est-à-dire pas non plus à la dernière heure de l'après-midi,
vers 17-18 heures, ce serait plus pratique. Alors, mais j'adresserai un mail à... Toutes les CAO se font quand même dans la journée. Hein. Ouais, non, mais là, c'est le Non, mais lundi, partout, hein, le lundi regardez. à 14 heures, c'est normal que le quorum soit difficilement Mais atteignable. on Même le de fait- votre côté. Même de votre côté. On le fait sur le temps de travail de l'administration et Enfin, c'est moi toutes les CAO quand j'étais au département c'était en journée, quand j'ai à la région ça devait être en journée. Je sais pas, vous ouais, mais je veux dire, au territoire c'est en journée. Je sais pas quel était votre travail et, Et, la manière ben, dont je travaillais pleinement, je faisais mes horaires à plus de 35 heures. En tout cas, c'est pas chinois ce que je vous demande. Et comme élu, on a le droit à quelques heures et on a des RTT que je prenais aussi pour ce genre de choses. Bien, et puis je me postulais pas à toutes les commissions parce que ça me permettait, je savais que je ne pouvais pas aller à toutes. Et puis vous avez un suppléant qui peut vous permettre de vous remplacer de temps en temps. L'horaire, comme d'habitude, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F4, Madame Massard. Oui, bonsoir. Il s'agit de délibérer sur l'institution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En fait, nous délibérons aujourd'hui suite à une demande de notre comptable public qui remet en question la régularité de la délibération de 2005, notamment sur les questions que c'était trop imprécis quant aux agents, aux fonctions par filière, susceptibles de bénéficier des heures supplémentaires. C'est pour ça que dans la délibération, vous avez des tableaux qui listent les différentes catégories de professions et d'agents qui peuvent être éligibles aux heures supplémentaires. Et puis de toute façon, nous aurions dû redélibérer dans le cadre des heures supplémentaires, dans le cadre de la mise en œuvre des 1607 heures. Merci. Allez, Monsieur Nkonda. Donc pour les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, en fait, c'est une délibération qui pose notamment le principe de privilégier la récupération d'heures supplémentaires sous forme de repos compensatoire plutôt que de les payer. Et en commission, en fait, j'ai fait la demande d'avoir un bilan sur les dernières années de ce principe qui, a priori, est renouvelé à travers cette délibération. Et je n'ai pas eu de retour de la part de l'administration. Madame Massard, vous avez un premier élément à donner? Oui, je peux donner en tout cas sur le calcul sur 2020, les heures supplémentaires, supplémentaires et complémentaires agents temps non complet, réalisés et rémunérés toutes filières confondues, fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent. C'est égal à 24 920,13, plus le coût total associé estimé à 452 170 €. Donc, il est possible d'identifier par catégorie, filière métier, les heures supplémentaires rémunérées réalisées. Attention, toutefois, nous n'avons qu'une partie des infos, les heures supplémentaires pouvant faire l'objet d'une récupération. Voilà, dans le cadre des 1607 heures, à inscrire le principe selon lequel les heures supplémentaires doivent être récupérées et à titre exceptionnel rémunérées. En fait, pour être plus précis et très concis, il y a des heures supplémentaires, il y a celles qui sont payées et celles qui font l'objet d'un repos compensatoire. On aimerait avoir cette répartition par cadre d'emploi. On ne l'a pas. Vous ne l'avez pas? On ne l'a pas comme ça. Enfin, ça oui, demanderait un travail. Oui, je l'ai demandé. Oui, mais ce sera un travail long qu'on ne fera pas immédiatement puisqu'on est plutôt dans la mise en œuvre Alors vous avancez dans le vague, vous posez un principe que vous n'avez jamais vérifié. On est dans la mise en œuvre du 1607 heures, de la réorganisation du travail. Enfin, mais le principe préexistait. Le principe préexistait, si je comprends bien. C'est ce que vous dites, vous réaffirmez un principe. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous avancez dans le vague. On n'a pas ce Donc travail. vous posez un principe, vous avancez dans le vague, vous n'avez pas d'éléments. Arrêtez de me couper. Parce que oui, c'est impossible, on ne peut pas répondre. À un moment donné, c'est répondre. Ça fait 3 fois. Et c'est vous, Madame Massard, qui présidiez la commission. Je vous adresse la demande. Oui, je présidais la commission. Non, arrête. Non mais sérieux, vous arrêtez pas, vous ne connaissez pas la politesse, c'est ça ici. Bon, on y va, on continue. Donc, ce travail-là, on ne le fera pas dans l'immédiat, on le fera quand on aura la possibilité de dégager du temps de travail en dehors, parce que là, on est dans la mise en œuvre des 1607 heures, l'organisation pour les ADSEM, on a des RH qui sont surchargés, et donc on fera ce travail, d'autant qu'on aura un bilan à faire, y compris, ce qu'il est prévu, c'est qu'y compris sur la mise en œuvre imposée de ces parce que ce qu'il faut se dire, c'est pas un hasard si le trésorier payeur nous fait ça aujourd'hui, c'est parce que l'État organise tous ces circuits pour imposer aux collectivités locales l'application des 1607 heures. Donc, on aura ce bilan-là dans un an certainement. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. C'est fini. Délibération F5. Délibération F5. Délibération F5. Monsieur Houchen.
Délibération F5, Alors, Monsieur Houchen. Création au sein de la direction des ressources humaines d'un poste de chargé de projet stratégique RH, catégorie A, filière administrative. Dans la continuité du renforcement structurel de la direction des ressources humaines, dans ses moyens, ses compétences et son organisation, et afin d'accompagner la modernisation de la fonction RH autour de nouveaux enjeux, en lien notamment avec la loi de la transformation de la fonction publique, notamment des 1607 heures, de la formalisation des LDG, du plan égalité professionnelle femmes-hommes, de l'évolution des instances de dialogue social, mais aussi du RIF7. Il convient de créer un poste de chargé de projet stratégique RH, cadre d'emploi des attachés territoriaux, filière administrative. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E1, Madame Toumi. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à verser une subvention de 5 000 € à la Fabrica dans le cadre de ses actions 2021 pour la cité éducative. Il s'agit là de crédits délégués à la ville par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Merci. Qui est pour avoir une intervention? Non. Oui. Oui, Madame Chala. Monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de savoir le montant de cette subvention et le projet qui est porté par la Fabrica dans le cadre de la cité éducative Alors, le montant de la subvention, elle est inscrite dans votre délibération. Il suffit de la lire. C'est 5 000 €. Mais il n'y a pas le projet, en fait. Excusez-moi. Alors, favoriser le bien-être, c'est sur l'ensemble des actions qui sont dans le cadre des considérants. Vous avez les objectifs qu'ils sont. Considérant que la programmation des actions... Enfin, vous pouvez le lire, hein, je ne vais pas vous la lire en séance. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E2, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 436,90 € à la Ligue contre le cancer qui correspond aux recettes des entrées publiques de la journée du 26 septembre 2021. Merci. Qui est pour? Une intervention, monsieur? Non, pour l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E3, monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Canoë-Kayak de Gennevilliers dans le cadre d'achat de matériel de navigation à destination des pratiquants de grand gabarit. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Délibération U1, monsieur Noël. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à instaurer de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité. Je vous remercie. Délibération U2, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de gestion et d'entretien de l'ouvrage d'art Passerelle Les Louvresses. Merci. On va enfin avoir une passerelle entre la gare du RER et les Louvresses que réalise le conseil départemental. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U3, Madame Maria Blanca Fernandez. Autorisation de signature de la convention de partenariat entre la société immobilière 3F, la ville de Gennevilliers et l'État relative au transfert des images de vidéosurveillance du dispositif de la société 3F vers les services de police de la ville. Merci. Tout le monde est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U4, Madame Blanc. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de vous autoriser à émettre un avis favorable à la demande présentée par la société Solvalor, qui sollicitait donc une autorisation d'exploiter une plateforme spécialisée dans le traitement des terres dangereuses à Gennevilliers, plus précisément 31 route du bassin numéro 6, classable sous les... Bon, je vais vous passer quand même les références, c'est quand même barbant. Voilà, puisque le rapport qui a été établi par les services techniques était favorable. Merci. Merci. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération U5, Monsieur Duguet. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 300 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de restructuration des halls du bâtiment 2 à 12 avenue de la Libération à Gennevilliers. Merci.
Oui, Monsieur Meharga. Oui, merci Monsieur le maire. Notre groupe salue les travaux prévus à Nuit de la Libération. Toute amélioration du patrimoine et de la qualité de la vie des locataires est positive. Cependant, il serait fortement souhaitable que des travaux soient également prévus dans beaucoup d'autres immeubles du quartier des Agnettes et dans celui du Fossé de l'Aumône, mais aussi celui des Chevrins. Je pense notamment aux Chevrins, rue Marcel Cachin, rue Ambroise Croizat, rue Robert Potier. Ce sont des immeubles et des patrimoines qui se dégradent et fortement. Voilà, il y a du temps sur la porte. Merci. En fait. Alors Merci. ça, c'est pas de même nature que ce que vous dites là, parce que là, c'est en lien avec les travaux qu'on a fait sur l'avenue de la Libération et notre volonté d'avoir des conteneurs enterrés à l'arrière. Et donc, il s'agit d'améliorer le passage pour que, en gros, les gens n'aient pas à faire tout le tour. Par contre, par rapport à votre question, Gennevilliers Habitat retravaille en ce moment, et ça vous sera présenté dans les instances auxquelles vous participez dans la coopérative, un plan de rénovation de son patrimoine, merci, de son patrimoine, avec toutes les limites qu'il y a, puisque vous le savez comme moi, l'État a ponctionné dans les caisses des bailleurs et les handicape fortement maintenant dans les réhabilitations et dans les constructions. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. Et sur la réhabilitation, on sera certainement amené d'ailleurs à agir auprès du département et de la région, parce que je crois que le vice-président nouvellement élu au logement, quand je lui ai demandé s'il allait lever l'interdiction d'aide au logement social de la région quand il y a plus de 30% de logements sociaux. Il m'a dit non, mais il m'a dit je suis en train de regarder si on ne peut pas faire une aide à la réhabilitation. Donc j'espère qu'ils vont le faire et que s'ils le font, c'est une bonne chose. Et même chose dans ma rencontre avec le conseil départemental quand on l'a vu avec Nadia Mouadine, le président du conseil, le président du conseil départemental, Georges Siffredi, a l'air un peu plus ouvert sur ces questions-là et on va essayer de pousser donc à obtenir des subventions de ces deux institutions. Si on pouvait en avoir de l'État, ce serait bien, parce que l'État aussi, il faudrait qu'il mette, parce que le défi énergétique est un défi important, et que pour tous les bailleurs, ce serait vraiment une bonne chose que l'on puisse avancer. Donc c'est vraiment un sujet qu'on va regarder davantage. Délibération U6, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 300 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de sécurisation des évacuations terrasses du bâtiment 6 à 58 boulevard Jean-Jacques Rousseau. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité sur une telle opération. Délibération U7, Madame Moreau. Il s'agit d'une délibération qui annule et remplace la délibération U4 du 19 mai 2021. Elle vise à autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 230 949 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 70 logements projetés au 1 jusqu'au 14 place Indira Grandi et ainsi qu'au 60 rue Louis Castel. Bien Merci. évidemment à Gennevilliers. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération U8, Madame Attaf. Oui, Monsieur le maire et chers collègues, il s'agit du projet de démolition-reconstruction de l'île Ouvrenu. Donc, cette délibération vise à approuver la cession par la ville de Gennevilliers à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine des lots de copropriété numéro 1 à 28, 30 à 35, 38 à 62 et 64 à 65, situés 71 rue Henri Barbus, à Gennevilliers, parcelle cadastrée, section AJ numéro 35. Merci. Enfin, une opération qui se finit. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U9, Monsieur Boulord. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'autoriser, Monsieur le maire, donc l'autorisation de signature de la convention annuelle d'objectifs sur le projet entre la ville de Gennevilliers et l'association FACE Paris. Merci. Qui est Monsieur Nkonda. Oui, j'ai une question, vu que ça fait plusieurs années que ce dispositif existe et qu'il est reconduit. Pourquoi on ne déplafonne pas le nombre de bénéficiaires? Moi, apparemment, il y a 17 jeunes là, qui bénéficient de cette passerelle dans les entreprises locales, belles entreprises locales. Et pourquoi, à un moment donné, on ne décide pas de mettre plus, vu que le dispositif marche? Pourquoi on ne sort pas de la phase d'expérimentation pilote pour aller sur du plus quantitatif? Autrement, au-delà de la réponse que vous allez nous apporter, nous voterons pour. Ouais. Monsieur Chaouki? Oui. Monsieur Absi, pardon.
On a commencé à travailler sur ce projet avec des gens qui étaient Bac plus 5. On l'a élargi à Bac plus 4 et même limite Bac plus 3 pour justement atteindre plus de personnes. Vous êtes en train de nous dire que vous avez sourcé tous les Bac plus 5 de la ville et qu'on est limité par le nombre de Bac plus 5 ? C'est la base de volontaires. Puis après, la limite que l'on a, c'est les entreprises. C'est-à-dire que c'est les personnels des entreprises mis en tutorat et en suivi. Mais il y a cette démarche de faire plus de monde, oui. Ah oui, on essaye, oui, bien sûr. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U10, Monsieur Absi. Il s'agit d'une autorisation de versement de solde de la subvention de titre de la convention entre la ville de Gennevilliers et BGE. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Nous en avons fini avec les délibérations. Je vous propose de passer au vœu. Premier vœu, au nom de la majorité, c'est Isabelle Massard, énergie tout augmente sauf les salaires. Oui, effectivement. Donc là, je vais présenter un vœu au nom de la majorité, notamment suite à l'augmentation importante du gaz et de l'électricité et pour demander que l'État prenne leurs responsabilités et mette en place un certain nombre d'actions pour limiter, voire stopper cette augmentation. Donc l'augmentation est surtout le fait que les Français et les Gennevillois subissent cette augmentation et le pouvoir d'achat s'en voit diminuer. Donc je vais vous le lire. Voilà, énergie, tout augmente sauf les salaires. 12 millions de Français ont des difficultés pour payer leurs factures et près de 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Le 1er octobre, le prix du gaz a encore augmenté de 12,6%, soit 57% depuis le début de l'année. L'électricité a bondi de 40% en quelques années. À cela s'ajoutent les hausses du prix de l'essence. Cette envolée des coûts de l'énergie grève sévèrement le budget des Français. Depuis une vingtaine d'années, la déréglementation du secteur énergétique et la libéralisation de ce marché conduisent à une hausse massive et continue des prix. En 2004, l'État a décidé l'ouverture du capital d'EDF-GDF, transformant les entreprises publiques en sociétés anonymes. La concurrence devait faire baisser les prix et les usagers en devenir gagnants. C'est l'inverse qui s'est produit, comme à chaque fois, et les tarifs ont explosé. Pour le gaz naturel, la France est tributaire des variations décidées ailleurs. Les groupes industriels cotés en bourse attendent que les prix baissent pour constituer des réserves et gagnent de l'argent en les revendant plus cher. Résultat, les prix ne baissent pas et les usagers payent l'énergie au prix fort, tandis que d'autres ne peuvent même plus régler leurs factures. Le Premier ministre a ainsi promis un bouclier tarifaire contre l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Il est prévu un chèque énergie de 100 € supplémentaires pour les 6 millions de ménages déjà bénéficiaires de cette mesure, sachant que ce montant correspond à peine à 11 jours de consommation hivernale pour un foyer de 4 personnes chauffées à l'électricité. Il est prévu aussi le gel des tarifs réglementés du gaz et la limitation de la hausse du tarif réglementé de l'électricité à 4% début 2022. Pour leur part, les usagers aux tarifs dérégulés vont subir de nouvelles augmentations très importantes. Elles ont pour cause le choix politique de décarboner la production énergétique, les déséquilibres entre l'offre et la demande, les prix d'achat qui explosent sur le marché des matières premières, notamment celui du cours du pétrole. In fine, cette augmentation impacte fortement les Français. Ces biens de consommation courante devraient être reconnus comme vitaux. Nous considérons que le seul moyen de stopper les augmentations de tarifs serait de sortir l'électricité et le gaz de la contrainte des marchés financiers et de les mettre entre les mains d'un État stratège qui prévoit et gère l'énergie dans l'intérêt des usagers. Dans le cadre d'une mission de service public, l'État doit jouer son rôle de stratège pour faire en sorte que l'énergie soit vendue à un prix juste et régulé, permettant l'accès de tous à l'énergie. Le conseil municipal de Gennevilliers demande la réduction de la TVA à 5,5 sur les factures de gaz et d'électricité pour l'ensemble des consommateurs, de porter le montant du chèque énergie à 700 € par an et par famille, comme l'a évalué l'Observatoire national de la précarité, d'interdire les coupures d'électricité et de gaz tout au long de l'année pour les ménages en précarité énergétique,
de reconnaître le secteur de l'énergie comme un bien commun afin de retrouver un service public de l'énergie efficace et permettant un véritable droit à l'accès à l'énergie, et de favoriser le stockage de l'énergie sous d'autres formes, par exemple biogaz et hydrogène. Je soumets donc ce vœu à la majorité et au conseil municipal. Oui. Merci. Donc, Oui, la c'est majorité, soumis- c'est déjà bon. il est Maintenant, on soumis passe au conseil municipal. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nkonda. Avec Madame Massard est soumis à la majorité municipale, non à la majorité également. Par rapport à ce vœu, on a qui est assez, assez fouillé, avec plusieurs propositions de la part du conseil municipal, qu'on estime être des bonnes propositions. On constate simplement que le sujet d'interdire les coupures d'électricité et de gaz, c'est quelque chose qui est en cours au niveau national. En tout cas, de réduire, enfin d'assurer le minimum, mais pas de coupure. Donc, il y a déjà des choses qui sont prises en compte. Mais s'il y a bien un domaine qui doit faire l'objet d'un traitement particulier, c'est celui de l'énergie, c'est la base de toute société. Et donc on est tenté, en tout cas on va plus que tenté, on va voter pour ce vœu. Merci. Je ne vois pas d'autres interventions. Donc, qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Le vœu suivant, présenté par le groupe Front de Gauche, Madame Moadine. Bonsoir, chers collègues. Depuis la fermeture des guichets physiques de la préfecture des Hauts-de-Seine, l'accès à la régularisation et au renouvellement des titres de séjour est devenu, pour nombre de nos concitoyens, un véritable parcours du combattant. À tel point que nombreux de ces administrés se retrouvent tout simplement sans titre de séjour, alors même qu'ils y sont pleinement éligibles. De nombreuses associations ainsi que la députée Elsa Faucillon ont déjà alerté sur cette situation. La préfecture a même été condamnée à rembourser des frais de justice de personnes qui ont obtenu la sanction de l'État car ils ne parvenaient pas à obtenir des rendez-vous, et ce, malgré des mois de tentatives de connexion sur le site Internet. Nous rappelons que la dématérialisation ne peut en aucun cas être imposée aux usagères et aux usagers du service public. C'est ce qu'a affirmé d'ailleurs une décision du Conseil d'État et sans ambiguïté qui a été rendue le 27 novembre 2019. La réglementation ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l'administration par voie électronique. En clair, il est illégal pour une administration de contraindre des usagers à utiliser Internet pour accomplir tout partie de leur démarche. Malgré cette décision, nous déplorons qu'un grand nombre de préfectures ont choisi de tout simplement ignorer cette jurisprudence, cette loi et cette jurisprudence, car en exigeant la dématérialisation des démarches, les services déconcentrés de l'État éloignent les demandeurs qui ne maîtrisent pas ou mal les outils informatiques du processus d'instruction de leur dossier, ce qui met à mal le principe de proximité de l'usager avec le service public. En imposant donc un dépôt numérique des dossiers hors de toute intervention humaine, les services déconcentrés de l'État complexifient considérablement les démarches pour l'accession à un titre de séjour. En outre, la pénurie de rendez-vous disponibles pour le simple dépôt d'un dossier prive les demandeurs de titres de séjour d'un examen rapide. Ici, c'est le principe de réactivité du service public qui fait gravement défaut. Les démarches administratives dans les Hauts-de-Seine sont devenues cauchemardesques, plongeant de plus en plus de personnes dans des situations de grave précarité. Élus de Gennevilliers, nous ne cessons de recevoir des témoignages d'habitantes et d'habitants de nos villes qui, malgré des dizaines, voire des centaines de tentatives de connexion, ne parviennent jamais à obtenir de rendez-vous auprès du service des étrangers pour déposer leur dossier et faire valoir leurs droits. Lorsqu'ils reçoivent une réponse, il s'agit souvent de mails automatiques suivis d'aucun traitement, sans compter tous ceux dont la situation n'est pas traitée, car elle ne s'inscrit pas dans le parcours informatique imposé. Ces graves difficultés à obtenir des rendez-vous physiques en préfecture créent des cortèges de sans droit ni titre de séjour, alors même qu'ils pourraient vivre en toute légalité dans notre pays. Une catégorie de la population est particulièrement victime de ce procédé. Il s'agit des retraités, anciens travailleurs migrants, dits Chibani, qui, plus que les autres, souffrent de cette situation.
D'une part, la fracture numérique les met en grande difficulté et beaucoup ne peuvent plus se rendre dans leur pays d'origine au motif que leur titre de séjour est périmé. Alors qu'ils ont vécu et travaillé plus de 40 ans en France, ont contribué à l'impôt et à l'économie du pays, ils devraient être pleinement éligibles à un titre de séjour à vie. De même, face à cette situation désastreuse, nous refusons que des profiteurs abusent de la vulnérabilité des demandeurs de titres de séjour pour leur soutirer leur économie en leur faisant miroiter l'espoir d'une résolution de leurs problèmes d'accès aux services publics. Face à cette situation, nous refusons également que la seule voie qui permette d'obtenir un examen de leur situation soit celle de la judiciarisation de l'accès au rendez-vous en préfecture. La dématérialisation imposée pour accéder au guichet des préfectures est devenue la difficulté principale d'accès aux droits de nombre de personnes étrangères, et cela presque partout en France. Le manque de moyens alloués au service des étrangers en préfecture est un alibi commode pour justifier les dysfonctionnements et camoufler une politique consciemment organisée pour restreindre l'accès au séjour. Le téléservice des demandes de titres de séjour ne peut être qu'un choix et non une obligation. Le conseil municipal de Gennevilliers demande au préfet des Hauts-de-Seine, à la lumière de nombreux témoignages de Gennevilloises et de Gennevillois confrontés à un parcours kafkaïen pour faire valoir leur droit au séjour en France, de rétablir des guichets de rendez-vous physiques pour garantir le droit au séjour et de renforcer les effectifs du service des étrangers pour faire face aux nombreuses demandes en attente d'examen. Pour compléter ce vœu, nous travaillons en ce moment avec la députée Elsa Faucillon à un appel des élus des Hauts-de-Seine pour que cette bataille prenne de l'ampleur et que le préfet prenne les dispositions nécessaires pour rétablir des rendez-vous physiques. Ce vœu, nous espérons qu'il soit en tout cas signé très largement par les élus des Hauts-de-Seine. Il sera soutenu, nous sommes actuellement en discussion avec les organisations et associations qui œuvrent aux côtés des travailleurs migrants et de toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés pour renouveler leur titre de séjour, des organisations type GISTI, ASTI, RESF, Secours Populaire. Voilà, et nous avons aussi appris aujourd'hui, et là c'est très alarmant, que la préfecture a quand même 6000 dossiers de retard. Et donc voilà, je vous invite à prendre part à cette bataille à nos côtés. Merci pour votre attention. Y a-t-il des interventions? Oui. Madame Chala. Merci, monsieur le maire. Donc, on se joint à vous pour dénoncer ces dysfonctionnements de la préfecture et on est totalement d'accord avec vous, mais encore faut-il que nous, on ait des propositions d'un point de vue municipal aussi pour soutenir cette dématérialisation qui dépasse tout entendement, qui crée des injustices et là, je pense qu'on peut aussi accompagner. Merci. Alors, on accompagne. Hein. Moi, je reçois des sans-papiers, des personnes qui demandent. Le problème, c'est d'avoir le rendez-vous en préfecture. Et ben oui, mais on ne peut pas l'avoir parce que nous aussi, on doit passer par le système informatique. C'est l'objectif du vœu. C'est-à-dire que c'est d'avoir au minimum un rendez-vous. Parce qu'on n'arrive même plus à l'avoir. En interpellant le préfet, par exemple. Ah, mais on le fait. Si on en fait un vœu ce soir, c'est parce qu'on a interpellé le préfet. Vous vous doutez bien qu'on écrit au préfet. Et que je lui demande des rendez-vous pour des... J'ai encore un cas là, de cet après-midi, où on intervient auprès du préfet parce que la personne doit partir après-demain et n'a pas ses papiers, parce qu'il n'obtient pas de rendez-vous. Non, on le fait. Je ne sais pas si vous le faites, vous d'ailleurs. Je ne sais pas, vous avez des courriers? Oui. Non, c'est abominable. Monsieur Allais? Non, pour mon cas, je félicite déjà ce vœu, parce qu'en plus j'ai appris quelque chose, c'est qu'il y avait 6000 dossiers de retard, a priori, ce que je trouve totalement inadmissible pour des gens qui un jour, eux ou leurs parents, ont traversé la Méditerranée et qui ont travaillé dur dans nos usines Renault, Peugeot et autres, et je trouve totalement choquant qu'il y ait ce blocage au niveau de la préfecture, et nous sommes de tout cœur avec vous. En tout cas, si on peut aider à quelque chose, nous serons là. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, c'est un vote à l'unanimité. Mais je vous remercie grandement. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales? Je vous remercie.
Avant de lever la séance, je vous informe que la prochaine séance sera le 15 décembre 2021 à 20 h. Et puis je lève la séance. Merci. Non mais attendez, vous n'allez pas le faire en direct, non ?